Amis du café, amis de la police, amis de Bernard Arnault, bonjour. Le Nouvel Obs a sorti ce machin et le monsieur qui est en face de moi, Clément Lacombe, faut pas que je t'appelle Bernard, tu n'as pas de relation. Je suis désolé. D'ailleurs. Comment? Ni Guy Lacombe non plus. Ni Guy Lacombe. Alors attention, Okay. Il y a une technique, c'est la technique Guillaume Meurice qui nous a appris ça. Il faut poser le micro sur le menton. Sur le menton, voilà. Alors, Clément Lacombe est le co-auteur de cette enquête absolument dingo, l'influent Bernard Arnault, qui est sorti. Vous sortez quand vous le? On est sorti jeudi. C'est sorti jeudi. Et seul Libé en a parlé. Je me trompe ou pas? Non, il y a eu pas mal de. Ah bon? Ouais. J'ai vu passer sur quelques sites, le Média, Libé effectivement, l'UMA. Beaucoup sur les réseaux sociaux également, oui. Ça a été relayé par pas mal de confrères. L'UMA, j'ai vu, ouais, d'accord. Donc, notamment, les confrères l'ont relayé via les réseaux, donc c'est une façon aussi de diffuser un petit peu l'info et puis de prolonger un peu l'impact des papiers. Voilà, il y a deux papiers sur Bernard Arnault Bernard. Et donc, Clément Lacombe est un des co-auteurs de cette double enquête, et l'autre est une autrice, une co-autrice, très favorablement connue de nos services, Clément Vigogne-Legotte. Camille. Oh, Clément, c'est toi. Oh là là. Alors, je dois préciser que Clément a une migraine pas possible et moi je suis fatigué. Donc on est bien barré. Donc on est bien barré, voilà. Et donc Camille ne peut pas être là parce qu'elle est à France Info, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça un petit truc, ouais. Elle fait quoi à France Info? Elle parle dans le poste, mais. Et voilà. Toi, t'es au poste. Et moi, je suis au poste. Voilà. Et elle a tort. Donc, voilà. on la salue évidemment. Favorablement connue parce qu'elle est venue dans l'émission, elle est venue chez toi. Absolument, pour parler de son bouquin. Elle a eu un prix, non? Elle l'a pas encore, on croise les doigts parce qu'elle est en finale pour le prix Albert Londres. Voilà. Donc c'est pour un bouquin qui raconte les aventures de David Rachlin, le maire de Fréjus. Voilà. Et un petit peu ce que c'est que le RN au quotidien au niveau local. Et voilà, elle fait partie des finalistes du prix Albert Londres et on croise les doigts pour qu'elle l'ait. Super bouquin qui est quelque part dans cette étagère des invités de poste. Voilà. Et il y a une deuxième co-autrice également pour le deuxième papier qui est pareillement et quelqu'un qui est Violette Lazare, qui est une des grandes enquêtrices de l'Obs, qui a quantité de scoop à son palmarès. Absolument. Et qui a travaillé sur le volet judiciaire. Sur le volet judiciaire, voilà. Je vais raconter tout ça. Il y a de la pub COD en allemand en arrivant. C'est quoi COD? Ah oui, alors sur Twitch il y a un peu de publicité. Alors je vais lire l'introduction et après on va démarrer. La dissolution a agacé Bernard. La victoire de la gauche a ulcéré Arnault. On sait, grâce à une enquête du Nouvel Obs parue jeudi dernier, que le président de LVMH a depuis utilisé son pouvoir, ses connexions et sa relation avec Macron pour empêcher l'arrivée de la gauche au pouvoir et la moindre hausse d'impôts. On sait aussi qu'il a échappé dans un des volets à la justice, et c'est assez sidérant ce deuxième papier. Quand je vous avais contacté, j'avais d'abord lu le premier, mais je suis très heureux que tu sois là pour parler également du deuxième, parce que l'argent arrange bien des choses. Clément Lacombe, co-auteur de l'incroyable enquête avec Camille Vigogne, est avec nous pour nous révéler ses secrets. C'est-à-dire que tous les avocats du Nouvel Obs t'ont dit ça tu le mets pas, ça tu le mets pas, ça tu le mets pas, et moi je vais te dire maintenant tu nous balances tout et on verra comment on paye les frais de justice. C'est une enquête qui a démarré quand? Alors en fait c'est un papier qui a commencé. On peut pas donner un point de départ précis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça fait longtemps qu'on s'interroge sur Bernard Arnault, forcément, a fortiori depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, parce qu'en fait, on l'a constaté assez rapidement, il y avait une promiscuité, une proximité assez importante entre Bernard Arnault et le pouvoir. Alors, c'est pas nouveau, vous allez me dire, depuis toujours, les pouvoirs économiques, les pouvoirs politiques sont relativement proches. Il y a eu des patrons très proches de présidents précédents. François Mitterrand était proche par exemple d'un garçon qui s'appelait Jean Ribou, qui était le patron de Schlumberger. Chirac, on sait qu'il était proche de François Pinault. Sous Sarkozy, c'était Open Bar. Et là, sous Macron, c'est vrai que... Je connais pas Open Bar. Open Bar, ouais. Il y avait déjà Bernard Arnault à cette époque-là. Faut repenser à la fameuse nuit du Fouquet's, où il y avait absolument tout le CAC 40 qui était présent. Donc ça racontait cette proximité-là. Et là, effectivement, donc sous Macron, on s'est pas mal interrogé sur la proximité
proximité avec Bernard Arnault. Il y a eu un premier signe qui a été une affaire dont on parle dans le premier papier, qui est l'affaire Tiffany, et qui a beaucoup posé de questions. Récemment, en fait, ce qui s'est passé, donc on avait attention. On avait ce truc en tête. Hein. Personne n'est client de Bernard Arnault. On sait à peine où c'est l'avenue Montaigne. Donc quand tu nous parles de l'affaire Tiffany, il faut quand même nous dire. Non, mais je veux pas faire une énorme digression, mais si tu veux, je peux le revenir plus tard, ou si tu veux maintenant. On pourra revenir après, peut-être. Après. Parce que là, en fait, donc une enquête qui démarre. En fait, elle démarre formellement ce printemps, quand Bernard Arnault reçoit, très exactement le 13 mars 2024, quand Bernard Arnault reçoit la Grande Croix de la Légion d'honneur. Donc tu ne l'as pas, je ne l'ai pas. Elle est réservée à 75 Français en vie. Et il y a la Légion d'honneur, mais il y a un truc qui est beaucoup plus gros, c'est la Grande Croix de la Légion d'honneur. Donc c'est la Légion d'honneur plus. Alors ça, vous racontez par le menu. Je ne sais pas, évidemment, je ne te demande pas tes sources. Évidemment, je ne te le donnerai pas. Tu les donneras pas. Mais il faudrait que tu nous racontes un peu cette soirée, qui est une petite soirée pour Bernard Arnault. Ouais, c'est une soirée. C'est une soirée entre proches. Entre proches qui disent dans ce qui a été des proches de Bernard Arnault ont raconté ça. En fait, c'est vraiment le moment où en fait on s'est dit, et c'est ma consoeur Camille qui a vraiment commencé à beaucoup travailler sur ce sujet. Moi à cette époque-là, je travaillais sur Rachida Dati, une autre personne qui était présente à cette soirée-là. Donc c'est une soirée qui était vraiment spéciale, parce que donc elle a été organisée à l'Élysée. C'est donc le président de la République qui a remis cette Grande Croix de la Légion d'honneur à Bernard Arnault. Il y avait Bernard Arnault, vous êtes un destin français. Voilà. Et au fond, une vie à la recherche du temps perdu. Et c'est Proust. C'est Proust, et c'est Macron qui parle de Bernard Arnault. C'est donc le 13 mars. C'est le sacre républicain de Bernard Arnault. Vraiment, c'est la République qui donne ce qu'elle a de plus important, c'est-à-dire la Grande Croix de la Légion d'honneur, qui était à l'origine une médaille qui était réservée aux très hauts fonctionnaires, aux grands scientifiques, aux grands militaires, et qui là a été décernée à un chef d'entreprise. C'est pas le premier chef d'entreprise à la recevoir, mais franchement, ils sont vraiment pas nombreux du tout. Mais ce qui est impressionnant ce soir-là, c'est l'Assemblée, quoi, parce que... Alors, est-ce que tu as en tête les noms des gens qui sont là? T'as tes notes, donc peut-être qu'il va m'en manquer. Oui. Mais alors, les noms, déjà, c'est les proches, c'est la famille de Bernard Arnault, sa femme, ses 5 enfants. C'est également... Attends, excuse-moi une seconde. On parle bien d'un format familial. Ça, c'est entre guillemets, c'est quelqu'un de l'entourage de Bernard Arnault qui vous dit, c'est un format familial. Oui, voilà. Dans la famille, il y a la famille proche, et puis il y a la grande famille. Voilà, alors là, c'est quand même du délire. Il y a la grande famille. Donc, il y a des gens il y a des gens comme lui, c'est-à-dire des milliardaires. Il y a celui qui est... Parce que Bernard Arnault, parfois, est l'homme le plus riche du monde, parfois il l'est pas. En ce moment, j'ai regardé, il est 5e, mais ça change tous les jours. Donc il y a Elon Musk, que là dont on entend beaucoup parler en ce moment à cause de la campagne américaine, donc le patron de Tesla, qui est l'homme le plus riche du monde et qui est présent ce soir-là à cette remise de la Grande Croix de la Légion d'honneur. Il y a aussi d'autres milliardaires, donc il y a Vincent Bolloré par exemple, il y a Rodolphe Saadé, qui est le patron de CMA-CGM, dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années, parce que c'est le groupe qui a fait des fortunes au moment du Covid, grâce à ces porte-conteneurs, donc ces bateaux qui sont un peu le sang de la mondialisation, parce que c'est par ces bateaux que passe 80% du commerce mondial. Donc voilà, ces personnes étaient là, étaient présentes. Il y avait également beaucoup d'hommes et de femmes politiques. Là, c'est du menu fretin. Voilà. Sarkozy, exactement. Dati, ministre de la Culture, Anne Hidalgo en tant que maire de Paris. Il y avait également Jean-François Copé, Bruno Le Maire. Dénommé Gérald Darmanin, bien sûr. Qui va jouer un rôle important dans votre enquête par la suite. Que Bernard Arnault aime beaucoup. Voilà, parce qu'il est de droite déjà, donc ça aide. Et puis également, il vient du Nord, comme Bernard Arnault. Et puis, il y a le côté un peu populaire, en ce sens, c'est un provincial. Et donc ça, Bernard Arnault, il aime bien. Voilà, donc il y a Darmanin effectivement qui est présent, et puis il y a des grandes stars, il y a Jay-Z, il y a Beyoncé, il y a Lan Lan, il y a Jeff Koons, le gars qui vaut très très cher dans l'art contemporain. Enfin voilà, peut-être que j'en oublie même. Il y a Patrick Pouyanné, le patron de Total. C'est pas très important. Il y a Vincent Bolloré, je crois que tu l'as pas cité. Si, voilà, il y a Bolloré. Ouais. Il y a Alexis Kohler qui se tient à quelques mètres des stars américaines que tu viens de citer. Il y a le pianiste Lang Lang. Il y a une reine de Jordanie. Oui, il y a Rania de Jordanie, exactement. Voilà. Il y a Thierry Breton, qui à l'époque est commissaire européen et qui est un très proche de Bernard Arnault. On va dire ça, c'est ce monde-là, le monde de la haute, etc.
évidemment, votre enquête, si elle n'était que là-dessus, ce serait pas très intéressant. Même si ça raconterait quelque chose. Ça Évidemment, raconterait absolument, une, non. une proximité, l'entre-soi, et puis une façon de voilà. Mais en fait, en lisant votre... Alors oui, ça c'est le chat. Hein, ouais, justement, je regarde parce que je vois qu'il y a des questions. Parce que je vois Saadé, c'est celui qui va avoir une nouvelle chaîne de télé. Non, et ben, en fait, Saadé, il a déjà une chaîne de télévision parce qu'il a racheté BFM. Voilà. Et celui qui va avoir une nouvelle chaîne de télévision, c'est Kretinsky. C'est ça. Ouais. Alors ça c'est parfait. Si tu réponds au chat voilà. malgré ta migraine, voilà. c'est top. Là où, en lisant votre enquête, parue jeudi dans le Nouvel, je le redis, ça a percuté dans mon esprit, c'est le nom de Musk. Parce que ça fait quand même 2 milliardaires, puisque là, ce dont on va parler maintenant, c'est comment Bernard Arnault, tout cet été, a manœuvré pour que la gauche n'ait pas Matignon. On va raconter ça par le menu. Et on sait que Musk, aujourd'hui, dépense $1 million par jour dans une loterie pour essayer de rafler le plus possible d'adresses e-mail, etc., qu'il a mis au service X et tout ça au service de Trump. Ça veut dire donc que là, on a la main dans le sac de milliardaires qui finalement préside aux destinées de 2 démocraties. Et là, je trouve que quand même, ça dit quelque chose et je trouvais intéressant qu'on fasse... Alors moi, je serais plus prudent sur préside aux destinées, mais on va en parler. Ouais. Voilà, alors sois plus prudent, vas-y, il n'y a pas de souci. Penses-tu être libre de ta parole ce soir ou est-ce que tu penses que... Je suis libre de ma parole dans le respect de la déontologie de mon métier, de ma profession et des règles. Voilà. Et après, oui, je suis libre de ma parole. Après, je suis précautionneux parce que voilà, il y a ce que je sais parce que j'ai enquêté, j'ai travaillé et il y a ce que tu peux prouver je peux l'affirmer, voilà, ce que je peux et ce dont, enfin voilà, qui sont les règles de notre métier. Donc on travaille, voilà, on travaille sur ces aspects-là. On voit beaucoup de monde, on consulte beaucoup de documents, on travaille énormément et il y a plein de portes qu'on essaye d'ouvrir, on regarde, et quelquefois c'est vrai, et quelquefois c'est pas vrai. Donc notre métier c'est de douter, mais ensuite c'est d'essayer des choses, de tester des pistes, et après de voir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et je ne peux dire que ce qui est vrai, ce que j'ai pu... Bien sûr. Ce que j'ai pu prouver. Quoi. Et c'est tout à ton honneur. Mais si je me permets cette question, c'est que dans le papier, on voit 2 choses. On voit qu'à un moment donné, Anne Hidalgo, d'après vos informations, a fait dire à Bernard Arnault, propriétaire du journal Le Parisien, qu'on ne voit pas, mais il y a un coussin là, avec une vieille... Tiens, tu veux bien me le passer 2 secondes? C'est une vieille couverture du Parisien. 200 punks attaquent la police. Ça date de 1986. Bon, c'est tout à fait autre chose. Bernard Arnault, il possède Le Parisien et semble-t-il que Anne Hidalgo s'était un petit peu inquiétée auprès de lui parce que Le Parisien faisait un peu trop de papier sur son voyage à Tahiti. Et vous écrivez surtout que Monsieur Bernard Arnault est très tatillon sur les articles qui vont un petit peu loin et il n'hésite pas à décrocher son téléphone. Est-ce que par exemple il a décroché son téléphone depuis jeudi ou avant jeudi? Eh ben, je ne le sais pas. C'est la force du média dans lequel je travaille, c'est que je le sais pas. Donc peut-être que oui, peut-être que non. Je peux pas l'affirmer. En tout cas, je peux dire que sur d'autres papiers, pas concernant Bernard Arnault, oui, il y a eu des coups de téléphone qui ont été passés, mais sur celui-ci, je sais pas. Donc je peux pas dire oui, je peux pas dire non. Je sais pas. Et s'il y en avait, je pense qu'on me le dirait pas. Parce qu'en fait, j'ai cette chance de travailler dans une rédaction où on respecte le travail des journalistes. Et on sait qu'ils font un métier qui peut être compliqué parce qu'effectivement, vous pouvez être soumis à beaucoup de pression, que vous avez la pression déjà de rapporter de l'information juste, vérifiée, sourcée, qui parfois peuvent vous valoir des problèmes en justice. Donc il faut pouvoir aussi les prouver, vos informations devant les tribunaux. Et voilà, donc j'ai cette chance-là, en l'espèce, de pas le savoir. Donc, par exemple, tu vois, je te donne un exemple. Je te parlais tout à l'heure que le 13 mars, moi, j'avais sorti une couverture sur Rachida Dati. Et je peux le dire aujourd'hui parce que ça a été raconté par l'actionnaire de mon journal, hein, il donne pas le nom, mais c'est transparent, qu'elle lui a envoyé des textos d'insultes en imaginant bloquer
bloqué mon article, mais ça n'a pas été le cas. Je n'ai même pas su. Moi, je l'ai su quand, quelques mois plus tard, ça m'est revenu par la bande, par des rumeurs de Paris, et j'ai vu que Xavier Niel l'avait écrit dans son bouquin, qu'une ministre l'avait insulté récemment pour essayer de bloquer un papier. Voilà. Xavier Niel, dont vous, c'est ça, exactement. dont vous rappelez dans le papier qu'il est, oui, je lis tellement de choses, mais je crois bien que c'est dans ton papier, tout à fait. qu'il est actionnaire à titre personnel du Nouvel Obs. Du Nouvel Obs, c'est des titres qui sont en train d'être envoyés sur un fonds d'indépendance de la presse, comme pour le groupe Le Monde. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai, bien sûr. Et après, moi, je peux dire que ce que je sais. Mais voilà, mais j'ai cette chance-là qui est. Mais est-ce que tu peux en dire plus sur l'interventionnisme de Bernard Arnault ou pas? Ce que je peux dire, c'est que... Pas vous concernant, mais... Bien sûr. C'est qu'on sait que... il y a eu un problème aux Échos, par exemple. Donc, les Échos, c'est le quotidien économique, qui est un quotidien extrêmement puissant, très fort, et dont le directeur a été débarqué l'année dernière, le précédent directeur, Nicolas Barré, et... on ne sait pas trop pourquoi. Donc il y a eu pas mal de rumeurs. Ce qu'on peut dire, c'est que son débarquement a été brutal. Ça, tout le monde en convient. Que l'intéressé n'était pas spécialement d'accord. Et pourquoi à l'intérieur de la rédaction des Échos, pas mal de gens se sont interrogés et notamment se sont demandé s'il n'y avait pas une corrélation avec des articles qui avaient été écrits sur Vincent Bolloré. On y revient parce que c'était le moment où Bernard Arnault était en train de négocier le rachat de Paris Match à Vincent Bolloré. On viendra à Bolloré puisque vous en parlez et visiblement il exerce une certaine fascination, c'est le terme qui est employé, sur Bernard Arnault. Parce qu'il est tout ce que on y reviendra. On y viendra. Alors, il est beaucoup question, ça donne le tournis, je comprends que tu es la migraine, il est beaucoup question de soirées, d'expositions, de présentations en public, etc. On n'arrive pas trop à savoir si c'est des échanges de bons procédés, mais enfin, ça tombe bien, parce qu'après on voit des malles géantes, grandes comme des immeubles sur les Champs-Élysées, on voit une privatisation du Pont-Neuf pour un défilé LVMH au pied de la Samaritaine, où tu rappelles qui est un grand magasin très beau par ailleurs, qui a été très bien restauré par ailleurs, ça je le reconnais tout à fait, mais c'est un centre commercial, hein, et il va être sa réouverture, et là vous êtes un peu persifleur, ce qui n'est pas pour nous déplaire. On fait une référence à François Fillon, elles sont imaginez-t-on. Ouais. Voilà, c'est ça. Et tu dis, imaginerait-on un président de la République inaugurer un centre commercial? Et effectivement, Macron est venu inaugurer la Nouvelle Samaritaine. La Nouvelle Samaritaine. Donc il est question de beaucoup de choses. Je laisse les lectrices et les lecteurs découvrir ces petites soirées. Enfin, il y en a une qui est importante, qui déclenche peut-être à nouveau votre intérêt sur Bernard Arnault. On est à Brégançon, on est au mois de, on est en août. Barnier n'est pas nommé encore. Non, Barnier n'est pas nommé. Donc on est au mois d'août, on est au moment où il y a cette fameuse trêve olympique. On est juste après les Jeux Olympiques et c'est vraiment le moment où la France s'interroge sur qui va être au gouvernement, qui va être au pouvoir. Donc c'est le moment où Macron a déjà exclu la possibilité de nommer Lucie Castet à Matignon, mais effectivement, il y a un déjeuner qui a lieu à Brégançon, donc c'est la résidence d'été des chefs de l'État. Il y a 3 couples. Enfin, c'est la nôtre. Oui, exactement. C'est de l'État, enfin. Oui, tout à fait. Il y a un déjeuner où il y a 3 couples. Il y a le chef de l'État actuel et son épouse, Brigitte. Il y a également un couple qui connaît bien les lieux, enfin pas tant que ça, parce qu'il n'y venait pas, mais c'est l'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, et Carla Bruni, qui viennent en voisin depuis le Cap-Nègre. Et donc, il y a le couple de Bernard Arnault et de Hélène Mercier, qui est l'épouse de Bernard Arnault, qui viennent également. Eux ont une résidence, un immense domaine à Saint-Tropez, et c'est vraiment pas loin. Et donc, effectivement, là, il y a un déjeuner, et forcément, on échange. Et les gens Bernard Arnault, la discussion elle glisse forcément sur le politique, et donc il y a des noms qui sont poussés parce que Bernard Arnault, il y a des gens qui l'aiment bien. Donc il y a 2 personnes notamment, on les a déjà données. C'est le nom de Gérald Darmanin, que Bernard Arnault aime beaucoup. Et d'ailleurs,
Ça semble désormais relever du paléolithique, mais en septembre 2023, il y avait une rumeur il n'y avait pas une rumeur, il y avait eu une réflexion sur le fait de changer de gouvernement. On n'était pas encore sur Attal, c'était l'époque où Elisabeth Borne était première ministre, et la rumeur parisienne donnait Darmanin à Matignon, et Bernard Arnault était extrêmement heureux de cette issue potentielle. Pourquoi il aime bien Darmanin? Parce qu'il lui trouve un talent certain, parce que c'est un gars qui vient du peuple, avec des racines. Il connaissait l'histoire de Darmanin sur sa maman, femme de ménage à la Banque de France, etc. Et puis le côté un peu racine populaire de Tourcoing, tout en étant un homme de droite, modéré, d'ordre, et puis qui va pas... Modéré, là, oui, t'es pas obligé. Oui, exact, oui, t'as raison. Bon, un homme d'ordre, pardon. Non, mais je dis modéré d'un point de vue économique et fiscal pour Bernard Arnault. Hein, vous voyez, je vous raconte ce qu'il y a dans la tête de Bernard Arnault. D'accord, très bien. Je vous dis pas, si c'est Bernard Arnault qui parle, je comprends. Je ne parle pas au nom de Bernard Arnault, mais je dis ce qu'il y a dans la tête de Bernard Arnault à ce moment-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'il aime beaucoup Darmanin. Et puis il y a une autre personne aussi, c'est Thierry Breton. Thierry Breton, en fait, ils se connaissent de très longue date. Et c'est notamment Breton était central dans le dispositif patrimonial de Bernard Arnault. Si jamais il lui était advenu quoi que ce soit avant que ses enfants soient majeurs, et Thierry Breton aurait pu être l'homme qui assure la régence. Donc c'est quelqu'un qu'il aime beaucoup, dont il aime les analyses sur la dette publique. Il faut se souvenir que Thierry Breton est extrêmement, comment on va dire, répétitif. Il est obsessionnel de la dette publique et des déficits publics. Donc ça, c'est quelque chose que Bernard Arnault, forcément, il aime beaucoup. Et puis, ça a été un ministre de l'économie de droite, donc ça, il est proche de l'entreprise, donc ça, forcément, il aime beaucoup. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment, c'est les noms qui sont poussés, quoi. Alors, il y a donc ce dîner avec un ex-président de la République, un président de la République en fonction, un des hommes les plus riches du monde, leur femme, etc. Et en fait, ce que vous racontez, c'est que depuis le 9 juin, il est furieux, Narbé. Il est furieux. Ouais. En gros... Faut comprendre, les grands patrons, ils aiment pas trop quand ça tangue. En gros, tout ce qui est agitation, c'est mauvais pour le business. Ça, c'est pas ce que je pense. Hein, oui, j'ai compris. T'inquiète, Clément. Et donc, du coup, il est furieux. Ouais. Il est furieux. Et en fait, il est furieux notamment parce qu'il apprend. Déjà, il y a une forme de petite blessure narcissique parce qu'il l'apprend au dernier moment. Et ça, comme tous les gens puissants, ils aiment être initiés, donc ils aiment savoir les choses à l'avance. Donc ça, il l'apprend vraiment à une demi-heure. Je sais pas exactement, mais environ une demi-heure avant que la dissolution soit annoncée. D'autant plus furieux que la veille, il est au dîner d'État. Il y a un grand dîner d'État qui est donné par Emmanuel Macron en l'honneur de Joe Biden et qui se trouve pile en face des couples Biden et Macron à la table d'honneur, c'est Bernard Arnault. Ça vous plante aussi le personnage, c'est-à-dire la puissance et l'importance qu'on lui donne dans le dispositif. Ouais, c'est ça, dans le dispositif, dans ce que je qualifierais d'apparat républicain. Voilà, c'est ça. Et du coup, donc oui, Bernard Arnault, ce soir-là, il est stupéfait et fou de colère. Il le dit à un homme qui s'appelle Clément Leonarduzzi, qui est un communicant, qui était le conseiller en communication d'Emmanuel Macron, notamment ces dernières années jusqu'en 2022, jusqu'à la réélection de 2022, et qui ensuite est repassé dans le privé, donc chez Publicis, et qui travaille pour Bernard Arnault, mais qui est resté proche d'Emmanuel Macron, et qui d'ailleurs demandera un détachement de Publicis pour aller travailler à l'Élysée le temps de la campagne des législatives. Donc il appelle Clément Leonarduzzi et il lui dit « C'est quoi ces conneries ? Il faut surtout pas faire ça, c'est une connerie. » Et ce soir-là, il y a aussi un appel de Madame Arnault à Brigitte pour lui dire que c'est une connerie, qu'il faut surtout pas faire ça, etc. Bon, ça ne donne pas... ça a été annoncé, ça n'empêchera pas Emmanuel Macron d'annoncer à 21h la dissolution de l'Assemblée nationale, mais effectivement, Bernard Arnault est stupéfait et foudrage, parce qu'en gros, il pense que ça va bordéliser le pays. Voilà. Et ils auront l'occasion d'en reparler, cette fois-ci, en face à face. Sans faire de la psychologie de comptoir, on sent
dans votre enquête, on sent qu'il y a une blessure narcissique là, dont on se contrefout par ailleurs. Je veux dire, on va pas le plaindre, Bernard Arnault. Mais quelle est l'importance de la blessure narcissique? C'est bien la peine de faire autant de dîners si c'est pour être au courant juste en même temps qu'un vulgaire kidam, de la presse, par exemple. Il l'a appris avant moi quand même. Attends un peu, Clément, attends un peu, ça va venir. Mais quelle est l'importance de la blessure narcissique par rapport à ses préoccupations financières? Franchement, je peux pas te donner quel pourcentage relèverait de la blessure narcissique et quel pourcentage relèverait de la peur de la bordélisation du pays. Mais la blessure narcissique, forcément, elle est là. Et peut-être que c'est ce qui prime de prime abord. Après, je pense que faut pas oublier que c'est des personnes extrêmement rationnelles. Donc, je pense que très vite, ce qui compte pour lui, c'est la ligne de bas, c'est le compte d'exploitation, et c'est en gros quel impact ça va avoir. Tout cela va avoir sur l'attractivité du pays et donc sur son business à lui. L'attractivité du pays, c'est aussi, par exemple, dans certains des rendez-vous, il est un peu en mission commandée. Hein, ouais, bien sûr. Tu racontes ça très bien, enfin avec Camille, vous racontez ça très bien, comment il vante la France. Exactement. Il fait le service après-vente de la France, qui raconte aussi d'ailleurs le pouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire que donc il y a une scène, peut-être, je sais pas si on la raconte maintenant ou vas-y. Ouais, voilà, c'est une scène qui se passe à la veille des Jeux Olympiques. Ah non, alors attends, oui, je me doutais. Oui, celle avec les patrons. Non, mais vas-y, vas-y. Après, on reviendra sur le 9 et le 11 juin. Le 11 juin, voilà. Bien sûr. Je sens que les gens sont passionnés. Marc Andevelde revient dans une dizaine de jours sur l'affaire Boulin, avec notre camarade dont putain le nom m'échappe. Fabrice Arfi. C'est un camarade aussi, Fabrice, non, de France Inter. Benoît Colomba. Benoît Colomba, voilà. Les deux reviennent dans quelques jours. Excellent, Benoît Colomba sur Boulin. Absolument. On reprend l'affaire. Donc, oui, alors, les Jeux Olympiques. Voilà. Donc, en fait, c'est une scène qui se passe, on est le 25 juillet, donc on est à la veille des Jeux Olympiques. Et en fait, il y a plein de patrons qui sont en France, plein de patrons mondiaux. Pas uniquement des patrons français, mais des patrons mondiaux qui sont présents en France pour la cérémonie d'ouverture. Tout simplement parce que pour beaucoup de ces grands patrons, leurs boîtes sponsorisent les Jeux Olympiques, sont des sponsors des JO, donc ils sont là pour faire des opérations de relations publiques, de RP, pour accueillir leurs clients, etc. Et Macron organise un grand déjeuner à l'Élysée. Et c'est ce qu'on a appelé à l'Élysée à ce moment-là un mini Choose France. Vous savez, Choose France, c'est ces grands sommets où il y a tous les patrons mondiaux qui viennent et où Macron prend la parole pour leur dire regardez tout ce qu'on fait en France, la façon dont on fluidifie le droit social, la façon dont on prend des réformes structurelles qui vont dans le sens du marché, la façon dont vous avez intérêt à venir investir en France parce que c'est une terre où il fait bon investir, où vous trouverez un environnement, je parle comme eux là, business friendly, etc. Et donc, voilà, donc Macron il sait que sa dissolution est très mal passée. Là, on sait qu'il y a plus de majorité et que c'est un gros bordel politique, les législatives sont passées. Et donc, il profite de la venue de tous ces grands patrons en France pour les réunir à l'Élysée. Et donc, il y a un déjeuner. Macron arrive 2 heures à la bourre parce qu'il a un petit problème avec sa montre. Donc, comme souvent, il est toujours en retard. Donc, ce jour-là, il arrive 2 heures à la bourre. Il discours. Alors, on y croise quand même. Je me permets de te soutenir. Elon Musk à nouveau. Exactement. Il y a le gars de Airbnb qui s'appelle Brian Chesky. Il y a le gars de Uber. Qui est là, Macron a 2 heures de retard et Bernard Arnault est un peu inquiet et il se tourne vers des patrons français et il pose la question. Ouais, il pose des questions. Vous avez des infos. Castet, elle est vraiment hors jeu parce qu'en fait, on est 2 jours après les déclarations de Macron, disons que, enfin 2 jours après que le nouveau Front populaire est sorti, 3 jours après que le nouveau Front populaire est sorti le nom de Lucie Castet, et Macron tout de suite l'avait balayé, notamment au journal télévisé, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, il y a ce truc-là, il y a cet aparté. Et l'autre là, il flippe. Ah bah oui, forcément. Il flippe. Le président a 2 heures de retard. Exactement. Il se dit merde, est-ce que c'est Castet? Il se tourne vers les. Mais c'est quand même, c'est une scène. Enfin, ouais, c'est une jolie scène. C'est une jolie scène, effectivement, parce qu'elle raconte en gros l'inquiétude et le désarroi, parce que c'est effectivement ça le travaille. Il aime pas ça, hein, on va y revenir, mais
il y a eu plusieurs épisodes dans sa vie où il a été pas mal inquiet, où la gauche l'a pas mal inquiété. Absolument. Donc ce jour-là, en fait, Macron finit par arriver avec ses 2 heures de retard et tient un discours en disant je sais ce que je fais, ayez confiance en moi, le pays va continuer à être aussi attractif pour les entreprises, c'est important, comptez sur moi pour en être certain. Et donc Macron termine de prendre la parole et termine sa prise de parole. Et donc là, c'est Bernard Arnault qui fait le service après, qui à son tour prend la parole et qui fait le service après-vente du président de la République, comme si sa voix finalement portait plus auprès de toutes ces personnes qui représentent des centaines de milliards d'euros, de dollars plutôt, de chiffre d'affaires et capitalisation boursière. Et Bernard Arnault prend un discours très très pro-Macron, en mode il commence en disant je sais que j'ai parlé avec beaucoup d'entre vous ces dernières semaines, je sais que beaucoup sont inquiets, mais vous pouvez faire confiance au président, etc. Alors même qu'il ne cachait pas son inquiétude en aparté, là, quand il prend la parole, c'est en anglais, sans notes, mais de ce qu'on a pu savoir, c'était bien préparé. Donc, en gros, c'était pas non plus improvisé. Il fait un discours très, très pro-Macron. Donc, certains diront que c'était Bernard Arnault, le patriote, qui a parlé, parce que pour lui, c'était important de défendre la France, etc. Mais voilà, c'est une scène qui raconte aussi, je trouve... où se trouve également le pouvoir. Absolument. Parce qu'en gros, on fait le service après-vente. Est-ce que là, on est au mois de novembre. La scène que tu nous racontes là avec Délices, elle date du mois de 25 juillet. Juillet. Est-ce que c'est le nombre de semaines qu'il faut pour que des informations comme celle-ci sortent? Non, je pense pas. Pour que les informations elles sortent, déjà, il faut essayer d'aller les chercher. Oui, bien sûr. Ça peut prendre du temps. Très sincèrement, cette scène-là, la première fois que j'en entends parler, on doit être fin septembre. Après, elle n'a de sens que si elle est aussi racontée, intégrée à un récit plus global. Absolument, donc, bien sûr. Rien qu'en sortant l'information, je suis pas sûr que ça aurait beaucoup d'écho, que ça aurait même raconté grand-chose. Là, je trouve que dans le récit, elle raconte des choses. Absolument, voilà. bien sûr. Et après, il y a sans doute plein de choses qui... après, je suis persuadé qu'il y a des milliards d'infos qu'on sort pas, parce qu'on ne peut pas. Mais, bien sûr. Mais bien sûr. La première fois que j'entends parler, ça doit être fin septembre de cette scène. Est-ce que parmi ceux qui... Alors, il y a encore de l'eau là, si tu as besoin pour la migraine. Est-ce que parmi celles et ceux qui vous donnent des informations, est-ce qu'il y a un réflexe? Là, je vois dans le chat quelqu'un qui dit un patriote qui participe à un déni démocratique, point d'interrogation. Parce que c'est moi le sentiment que j'ai, c'est-à-dire que cet argent qui coule à flot et qui permet d'avoir accès et qui permet, on va y venir, d'essayer d'influer sur la politique d'un pays alors qu'il y a eu des élections libres. Est-ce qu'il y a parmi vos informateurs et informatrices des gens, je demande évidemment... juste la motivation, est-ce qu'il y a des gens qui sont heurtés par ce qui s'est passé ou non, c'est d'autres choses, c'est d'autres intérêts à vous parler? Ouais, il y a des gens que ça heurte. Il y a des gens que ça heurte. Après, il y a plein de gens pour lesquels cette proximité est entre guillemets normale. C'est ça. Parce qu'il est le représentant d'intérêts puissants, parce que c'est le premier contributeur de l'impôt sur les sociétés en France, parce qu'il emploie 40 000 personnes en France, parce qu'il a multiplié par 2 le nombre d'employés de salariés en France ces 10 dernières années, parce que c'est l'homme le plus riche du monde, donc forcément il peut avoir un rôle, là, il touche des gens qui sont difficilement touchables, parce qu'il est reçu comme un chef d'État où qu'il aille, qui a une proximité, qui connaît Trump depuis 40 ans, que quand il va voir Xi Jinping en Chine, il est reçu comme un chef d'État, parce que quand le prince Charles passe à Paris, il n'y en a qu'un qui a une audience privée avec le roi Charles désormais, c'est Bernard Arnault. Donc il y a des gens que ça ne heurte pas, que ça ne choque pas. Après, il y en a certains pour qui c'est d'autres moments qui vont choquer. Par exemple, j'en ai parlé au tout début de l'émission, mais cette affaire Tiffany, qui a pas mal heurté pas mal de gens.
Bah voilà, enfin, en fait, ça dépend. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, simplement, la proximité heurte. Et je le comprends, je l'entends parfaitement. Je l'entends parfaitement. Et c'est pour ça que je pense aussi que c'était important de faire ce papier. Et c'est pour ça que on souligne votre courage et on vous remercie d'avoir sorti tout ça. Tiffany, puisque ça fait 2 fois que tu en parles, vas-y, raconte un petit peu et après on reviendra au 11 juin, 2 jours après la dissolution, la porte du coq à l'Élysée. Exact, la porte du coq. Putain, ça tisse. Alors vas-y, alors Tiffany. non, Tiffany, c'est une affaire qui, en fait, c'est un deal. C'est le rachat d'une boîte américaine qui s'appelle Tiffany. Donc peut-être que vous connaissez, c'est Breakfast at Tiffany. Donc c'est un joaillier américain. Donc je sais plus si c'est sur Park Avenue ou la 5e avenue à New York, la grande boutique. Mais bref, c'est vraiment un truc, une marque extrêmement forte dans le luxe que donc LVMH, le groupe de Bernard Arnault, rachète en 2019. Donc on est juste avant le Covid. Donc c'est un truc, peut-être que les sommes vont pas vous dire grand-chose, mais c'est un deal à 15 milliards de dollars. Ce qui est le budget mensuel. Voilà. Donc les gens, ils savent, parce que les donateurs et donatrices de poste, ils savent, en début de mois, ils comptent. T'as ton budget est transparent, donc voilà. Tout à fait. C'est vrai, en plus. Donc voilà, donc plutôt que de racheter David Dufresne, Bernard Arnault a racheté Tiffany. Et en fait, donc c'est le plus gros deal de l'histoire d'LVMH, et arrive le Covid. Et là, Bernard Arnault se dit qu'il a payé très cher cette boîte. Et donc, en fait, il se passe un truc étrange sur lequel on n'a pas encore, ça reste très flou, mais à la fin de l'été 2020, d'un coup, Bernard Arnault casse le deal avec Tiffany's en sortant une lettre écrite par Jean-Yves Le Drian, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères d'Emmanuel Macron, et une lettre qui, pour des raisons étranges de réciprocité à la suite de barrières douanières édictées par l'administration américaine, en mesure de rétorsion, demande à Bernard Arnault de reporter son opération financière et reporter son rachat de Tiffany. Je rentre pas dans les détails techniques et juridiques, c'est une histoire extrêmement complexe, mais toujours est-il que ça a beaucoup surpris, ça a même sidéré, parce que très sincèrement... Donc, oui. Ce qui a sidéré, c'est quoi? C'est l'intervention de l'État. C'est l'intervention de l'État dans ce dossier. Et encore aujourd'hui, quand vous parlez de la proximité de l'État, enfin d'Emmanuel Macron avec Bernard Arnault et LVMH, c'est quelque chose qui revient tout de suite. Il y a eu cette histoire Tiffany. Il faut rappeler, pour une fois qu'on peut dire du bien, il faut rappeler qu'un homme a dit non. Ouais, c'est Bruno Le Maire. Qui n'a pas... Alors lui, ministre des Finances, qui n'a pas voulu intervenir. Qui n'a pas fait de lettre. Qui n'a pas fait de lettre. Voilà, il y a des juristes très puissants à Bercy, donc, qui savent les risques qu'on peut prendre. Peut-être qu'au ministère des Quai d'Orsay, on n'avait pas d'aussi bons juristes. Alors, c'est très flou, ce qui s'est passé. C'est très flou. Je peux pas vous donner, je peux pas dire exactement ce qui s'est passé. L'Élysée a toujours démenti avoir été derrière ça. Nous, on a eu des sources qui disent que bien sûr c'est l'Élysée. Voilà, c'est version contre version. C'est extrêmement étrange. Et très sincèrement, dans le camp Tiffany, ils sont tombés à la renverse. Excuse-moi, Tintamarre, je me permets d'intervenir parce que nous sommes co-responsables en tant que directeur de publication de ce qui se dit dans le chat. Et donc, Tintamarre, tu es responsable aussi, mais nous aussi. Le Drian, la corruption a un nom. Là, tu es, sauf si tu as de quoi aller devant les tribunaux pour prouver ce que tu dis, là, tu es dans la diffamation. Voilà. Je suis désolé, il faut le dire autrement. On ne peut pas le dire comme ça. Voilà. Et ça, c'est important de mesurer ce que l'on dit. Par la suite, finalement, il va racheter Tiffany. Il va quand même racheter Tiffany, mais il va économiser un petit peu moins de 500 millions de dollars. Donc, en gros, ça va lui permettre quand même de payer moins cher. Voilà. Et donc d'économiser 500 millions de dollars. Je t'en prie, Tintamarre. C'était juste pour te dire, le chat, là, je vois, il est en ébullition et c'est génial. Mais il faut qu'on fasse attention. D'autant plus qu'on verra tout à l'heure que, si vous ne le savez pas, Bernard Arnault, il s'intéresse de près à ce qui se dit sur lui. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le 9 juin. Alors, non, juste un truc que vous ne racontez pas dans votre enquête. Ouais. Mais si j'ai bien compris, tous les milliardaires, et singulièrement Bernard Arnault, ont vu leur fortune exploser pendant et après le Covid. Et j'y pense parce que Tiffany, c'est juste avant. Donc, à la limite, on peut, si on resitue le truc, on peut se dire à l'époque, 450 millions
Ouais, c'est ça, c'est 425 millions de dollars, très exactement. C'est beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ça serait moins d'argent puisqu'il est devenu beaucoup plus riche qu'il l'était. Mais comment on explique que les milliardaires se soient fait autant de pognon pendant le Covid? Pendant le Covid, en fait, c'est par des questions de politique monétaire, en fait. Généralement, c'est... comme c'est de la finance. C'est de la finance et c'est de la transformation. C'est-à-dire que, en fait, c'est quoi la richesse d'un milliardaire? C'est quoi la richesse d'un Bernard Arnault, d'un Vincent Bolloré, d'un Rodolphe Saadé? C'est sa participation au capital d'une entreprise. Donc Bernard Arnault, par exemple, il a 48% de LVMH. Donc quand LVMH vaut 350 millions d'euros, et la fortune de Bernard Arnault, c'est 48% de ces 350 milliards d'euros. Ce qui s'est passé, c'est que pendant le Covid, on a eu des politiques monétaires extrêmement fortes de la part des banques centrales qui ont rendu l'argent quasiment gratuit. En fait, en gros, pour soutenir l'économie, ça a été ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, cet argent, il s'est porté sur des actifs financiers, notamment sur les titres des actions en bourse. Et c'est pour ça qu'on a eu des cours de bourse qui se sont envolés. Et donc, parallèlement, la capitalisation boursière, c'est-à-dire quand vous prenez chaque action de l'entreprise, le prix de cette action, et que vous additionnez, ça vous donne ce qu'on appelle une capitalisation boursière, ça a fortement augmenté. Et c'est pour ça que les 48% de Bernard Arnault, aujourd'hui, valent beaucoup plus que ce qu'ils valaient en 2017, en 2018, ou même il y a 25 ans. Lui dira, c'est parce que j'ai extrêmement bien géré mon entreprise, parce que je l'ai rendu beaucoup plus... j'ai augmenté le chiffre d'affaires, j'ai vendu beaucoup plus de sacs Vuitton, voilà, c'est vrai aussi, mais c'est aussi lié à ces politiques monétaires. 11 juin, nous sommes 2 jours après la dissolution. Voilà que cet homme qui est assez grand, racontez-vous, passe par la porte du Coq. C'est ça, c'est la grille du Coq. La grille, pardon, tu vois. Je fais celui qui n'est pas habitué. Alors que tu l'as franchi si souvent. La grille du Coq. La grille du Coq, en fait, c'est l'entrée discrète de l'Élysée. Il y a une entrée qui est l'entrée officielle, rue du Faubourg Saint-Honoré, les graviers, vous marchez, ça fait du bruit, et on peut vous voir. Il y a du monde, on sait que vous venez, quoi. Et puis il y a l'entrée secrète, qui est l'entrée de derrière, et vous arrivez au bout des jardins de l'Élysée. Et en gros, si vous voulez un rendez-vous secret, discret, c'est par là. Et donc effectivement, ce jour-là, Bernard Arnault vient rendre visite à Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Bernard Arnault lui dit, en gros, vous faites une connerie, je pense que la dissolution c'est une mauvaise chose pour le pays, c'est pas possible. Et ce jour-là, Emmanuel Macron continue à... C'est la première semaine, c'est post-dissolution, donc en gros à l'Élysée on n'a pas trop encore percuté sur le fait qu'on avait fait d'énormes conneries, et là Macron continue en mode je vais gagner, sauf que ils vont se rendre compte au bout de quelques jours que ça prend pas, et ils vont comprendre que finalement ils ont peut-être fait une connerie, même s'ils l'avoueront jamais. Parce que vous le rappelez, Bernard Arnault, alors, il n'est pas exilé fiscal en Belgique, il a songé à l'être, mais il ne l'a pas fait. Mais en fait, il a une histoire. Ouais, bien sûr. Il y a une histoire très politique, en fait. Donc, en fait, juste raconter qui il est, Bernard Arnault. En fait, c'est le petit-fils du créateur d'une boîte de BTP, enfin d'immobilier dans le Nord. Donc, il a grandi dans le Nord, dans la banlieue lilloise, Croix-Roubaix. Dans un milieu privilégié, bourgeoisie de province, et il a pris les rênes de l'entreprise familiale à 27 ans. Donc il est né en 49, il prend les rênes de la boîte en 76. Il a fait Polytechnique, c'est un peu la fierté de la famille. C'est pas écrit dans la biographie officielle, mais bon, il tue un peu son père pour prendre les rênes de la boîte familiale. Et il y a un premier épisode que sont les législatives de 78. Donc ça semble très vieux avec les yeux d'aujourd'hui, mais c'est à cette époque-là, on pense que la gauche va gagner. Et donc c'est Bernard Arnault, il prend un peu de champ déjà à ce moment-là. Les chars russes, il va au Québec. 3 ans plus tard, pourraient débarquer. Voilà. Il va au Québec, et puis finalement il revient en France parce que la droite va gagner finalement à la surprise générale. Mais par contre, il y a cet épisode de 1980. Donc 80, c'est ça, c'est les chars russes qui débarquent, c'est l'Alliance socialo-communiste. Exactement, faut se souvenir du programme. C'est le SMIC plus 20%, c'est la 5e semaine de congés payés, c'est la nationalisation de 5 grands groupes industriels, Péchinet,
Jérôme Poulenc, je suis en train d'en oublier, mais c'est pas grave, de 37 banques. C'est la hausse de tous les minima, de tous les minima sociaux. Les montants aujourd'hui sont fascinants. Hein. On est sur des augmentations de 15 à 20%. Bon, il y avait l'inflation, etc. Donc c'est aussi une autre époque. Mais on arrive avec un programme extrêmement ambitieux à gauche. Et c'est vrai que c'est le moment où Bernard Arnault part. Il part, et notamment il part aux États-Unis, il part en Floride. La légende raconte que c'est à ce moment-là qu'il fait la rencontre, il va faire de la promotion immobilière. La légende raconte que c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Donald Trump. Et il ne reviendra que 3 ans plus tard. Donc lui, il a très peur de la gauche. Et en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que finalement, c'est la gauche qui va lui offrir ce qui va faire sa fortune, en fait, parce que donc il est entrepreneur de l'immobilier, il a 7 boîtes familiales, mais son premier coup financier, c'est le rachat d'un groupe qui s'appelle Boussac, qui est l'héritier d'un groupe textile, qui est aux mains des frères Villot depuis d'une famille, pareil, une famille du Nord depuis quelques années, qui est en cessation de paiement, qui est vraiment qui reprend à la barre du tribunal de commerce avec l'appui du gouvernement de Laurent Fabius. Et il y avait pas mal de promesses sur le maintien de l'emploi, et Bernard Arnault va pas du tout s'en préoccuper. Il va vendre certaines parties du groupe, notamment Peau Douce, par exemple, les papiers toilettes. Il va revendre des pans, en fermer d'autres, les céder à des boîtes, à des financiers dont on sait qu'ils ne vont pas réussir à sauver ces boîtes. Tout ce qui l'intéressait, en fait, c'était Dior, parce qu'il y avait une pépite à l'intérieur de Boussac, c'était Dior. Et c'est comme ça que Bernard Arnault rentre dans le luxe. Sa peur de la gauche, sa peur du rouge, c'est ce qui l'angoisse en juin 2024, quand il y a la dissolution, parce que bon... Alors, on n'est pas certain que ça l'angoisse tout de suite. Oui. Pas au moment de la dissolution, mais peut-être après, plutôt début juillet, c'est-à-dire au moment où sortie des urnes, il n'y a aucune majorité qui se détache, et où effectivement c'est quelque chose qui l'angoisse, mais qui en fait angoisse beaucoup de monde dans le monde économique. C'est ça qui est sans doute une des nouveautés de cette élection, c'est que le NFP a fait très peur. Le NFP a fait très peur par son programme, mais aussi par le fait qu'il soit sorti en tête des urnes, certes sans majorité absolue, mais malgré tout en tête des urnes. Donc en capacité de peser fortement sur la... Qu'est-ce qui leur fait peur exactement ? Alors ce qui leur fait peur, c'est le programme fiscal. Alors là, je vais parler plus globalement du monde économique. Ce qui leur fait peur, c'est le programme fiscal, c'est la dinguerie fiscale. Ça, c'est des proches d'Arnault qui parlent comme ça, dinguerie fiscale. Mais c'est ça, c'est ce discours-là, c'est ces pans de hausse d'impôts. Et je pense qu'il y a le côté... La dinguerie fiscale sur les entreprises ou sur les actionnaires, enfin sur les... Ouais, en fait, à la fois la peur sur l'IS, mais également sur le capital, c'est-à-dire potentiellement revenir sur ce qu'on appelle la flat tax, qui est l'imposition sur le capital et comment vous, par exemple, fiscalisez les dividendes. Voilà. Oui, c'est ça qui fait peur. C'est la peur que, par exemple, le pacte Dutreil, qui est cette fiscalité spécifique aux groupes familiaux, pour la transmission, c'est-à-dire que vous êtes non pas exonéré, mais les droits de succession sont aménagés, on va dire. C'est une litote. Voilà, que ce genre de choses soit... Il y a Obisek dans le chat qui nous demande: les grands patrons ont plus peur. Les grands patrons, là, on reste dans la généralité, ont plus peur du NFP que du RN. Alors, c'est... il y a la réponse dans l'enquête. Je pense qu'il y a 6 mois, j'aurais pas répondu comme je vais répondre là, mais oui. Et ils le disent. Et moi, c'est un peu ce qui m'a sidéré ces derniers mois, et ces dernières semaines notamment, c'est que je l'ai beaucoup entendu. C'est-à-dire que le RN de 2017, c'est-à-dire celui qui prenait la sortie de l'euro de Marine Le Pen, avec derrière
Merde, j'ai bouffé son nom. Philippot. Voilà, Philippot. Leur semblait. Mais ici, on connaît nos classiques, attention. Voilà. Philippot, Florian. Ah, la migraine arrive, c'est ça? La migraine arrive. Ah, merde. Ou l'allergie, je sais pas. C'est Philippot. Voilà, ça les inquiétait beaucoup. Là, en fait, faut se souvenir des positions économiques du Rassemblement national et notamment du discours qui a été tenu entre la dissolution et le premier tour des élections législatives. C'est-à-dire que quand Bardella dit que finalement la réforme de la retraite, peut-être qu'on va pas y revenir, que la sortie du marché européen de l'électricité, on va pas revenir dessus, tout ça c'était des trucs envoyés notamment au monde économique et patronal. Et c'était une façon également de montrer, voilà, en fait on est beaucoup moins dogmatique que ce qu'on dit, et en fait je pense que Bernard Arnault, pour le coup, n'a aucune estime pour ces gens-là. De ce qu'on sait, il ne les a pas rencontrés, contrairement à d'autres grands patrons. Mais il y a une forme de plasticité. On sait que c'est des gens qui sont finalement, qui vont pas nécessairement dire ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Alors que là, c'est vrai qu'on avait une gauche qui était en PAC, avec un programme effectivement très qui a été monté à la va-vite en quelques jours. Ils n'ont pas eu le choix parce que c'est à cause de Macron qu'il a fallu se mettre d'accord sur un programme en 5 jours. Mais je pense que là-dessus, ils ont eu globalement très peur de ça, c'est-à-dire de ce côté extrêmement fort, structuré, alors que les RN, pour le coup, ils sont plastiques entre guillemets. C'est le mot, c'est le mot qui est souvent employé, la plasticité, c'est-à-dire que en gros, ça change, ça évolue, voilà, on peut changer les formes. Donc oui, c'est une des grandes nouveautés de ces derniers mois, à mon sens, vraiment. La question, pendant très longtemps, le monde patronal, ils ne voulaient pas les recevoir, les députés du Rassemblement national. Parce qu'en fait, souvent, ils demandent à rencontrer des grands patrons, des choses comme ça. Et là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Est-ce que tu dirais que c'est le Front National qui est devenu plus plastique ou est-ce que c'est l'inverse? Ou est-ce que c'est l'inverse? Ou est-ce que sont les deux? Je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les deux parce qu'effectivement, les exemples que je t'ai donnés sur la réforme du marché de l'électricité ou la réforme des retraites ont montré que le RN était prêt à faire des renoncements et que les promesses qu'il faisait en campagne, voilà, on s'en foutait et c'est pas grave. Et à l'inverse, il y a une forme de notabilisation, de respectabilité qui a gagné. Et oui, je vais vous le raconter, on ne le raconte pas dans le papier parce que c'était pas l'angle du papier, mais il y a une organisation qui est très puissante en France qui s'appelle l'AFEP, qui est l'Association française des entreprises privées, qui a aussi été créée par peur de la gauche, c'est-à-dire par Ambroise Roux au début des années 80, pour défendre les intérêts des grandes entreprises publiques. Et quand vous demandez à un patron qu'est-ce qui est plus puissant, le MEDEF ou la FEP, tout le monde vous dira c'est la FEP. Ouais. Et ben au mois de janvier, à la FEP, il y a eu un débat entre grands patrons c'est l'endroit où parlent les grands patrons entre eux. Donc c'est aujourd'hui, je ne sais pas combien il y en a une centaine à peu près d'entreprises, donc les 100 plus grandes entreprises de France, c'est l'endroit où on se parle. Et donc il y a eu un débat au mois de janvier sur est-ce que on est tous sollicités par des parlementaires RN qui veulent nous rencontrer pour tester des idées, nous écouter, échanger. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les reçoit ou est-ce qu'on les reçoit pas? Et donc la décision a été prise à partir du moment où c'est eux qui demandent, on les reçoit, chose qui n'était pas concevable précédemment, parce qu'on considérait qu'ils ne faisaient pas partie de l'arc républicain et qu'en gros, on n'avait pas à les traiter. Désormais, vous voyez, on les traite. On ne fait pas la démarche qui est d'aller jusqu'à les solliciter pour défendre nos intérêts, comme ça peut se faire, voilà, du lobbying entre guillemets classique, mais ça marque vraiment une rupture. À mon sens, ça marque une rupture. Ça veut dire quoi la FEP? Association française des entreprises privées. Putain, on n'est pas dedans. Ah bah écoute, pourtant 15 milliards de budget. T'as vu ça? Amis donateurs, donatrices, il faut monter un peu la sauce parce que on n'a pas assez. Bon alors, je veux pas non plus. Il est déjà 18h54. On avait dit 1 heure et on est juste au début, putain. Bon, il y a une bonne nouvelle, si je puis dire, pour Bernard Arnault, quand même au premier tour, c'est que son bon ami entre guillemets François Ruffin est en ballottage. Et il est assez content de ça.
on peut rappeler en 2000. Bien sûr, Merci Patron. Merci Patron. En 2016, donc qui est vraiment un trauma pour Bernard Arnault, parce qu'il s'est senti humilié. Et pour le coup, il voue Ruffin aux gémonies. Et là, pour le coup, au soir du premier tour législatif, il est extrêmement heureux parce que il voit Ruffin en ballottage. Ruffin arrive deuxième, mais en ballottage défavorable face au candidat du RN. Et là, il y a la candidate macroniste qui s'appelle Alban Branlant, qui, tout de suite, avec un discours sans équivoque, se désiste. Elle aurait pu rester au second tour parce qu'elle avait atteint le seuil des 12,5% des inscrits qui vous permettent de potentiellement rester au second tour pour une triangulaire. Et donc là, elle se désiste. Et ce qui, en gros, va permettre à Ruffin de sauver son poste, son siège de député. Et là, en fait, c'est vrai, Bernard Arnault est très en colère de ce désistement. Il le fait savoir, il le dit à Macron. À l'Élysée, le discours, c'est mais de toute façon, elle a fait ce qu'elle voulait, on la tient pas. C'est la présidente des jeunes avec Macron, donc vous savez, c'est nos gauchistes à nous et c'est nos jeunes agités du bocal. C'est comme ça, là, j'extrapole, bien sûr. Mais c'est un peu comme ça qu'ils sont ressentis. Ce qui est ressorti, c'est que c'est les jeunes avec Macron et donc c'est des gens sur lesquels on n'a pas la main mise. Mais ça, pour le coup, Bernard Arnault, lui, il n'y a pas trop cru et lui, ce qu'il a vu, c'est plutôt il y a eu un accord miroir. D'un côté, le NFP s'est désisté pour sauver Ruffin et en parallèle, le candidat du NFP s'est désisté dans le Calvados pour sauver Elisabeth Borne. Enfin, vous voyez, une forme d'accord miroir politicien. Voilà. Mais c'est vrai que ça l'a profondément ulcéré. Il y a un vrai truc avec Ruffin. Parce que il a foutu le bordel, parce que des histoires dont on va peut-être parler, mais autour avec l'ancien patron des renseignements intérieurs, Bernard Squarcini, c'est aussi lié au suivi, à l'espionnage même. On va en parler un petit peu. Ouais, voilà, de François Ruffin. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a cette comment on va dire. Ouais, il est pas content. Cette obsession. Voilà, cette obsession. Et bon, Ruffin l'emporte et ça n'arrange pas donc tout à fait les affaires de Bernard Arnault. Et c'est là où c'est effectivement intéressant, puisque on le sait maintenant, Bernard Arnault a utilisé les services d'un dénommé Bernard Squarcini, dont tu viens de parler, ancien patron de la DCRI, cette fusion DST-RG voulue par Nicolas Sarkozy, qui va avoir plusieurs affaires, dont une qui m'a bien intéressé. Un peu obsession. Un peu obsession aussi, l'affaire dite de Tarnac, mais qu'importe, Bernard Squarcini... J'imagine que tout le monde a lu le livre de David. Non. Et Bernard Squarcini, qui va être à la manœuvre dans plein d'histoires pour Bernard Arnault. Alors Bernard Arnault fait comme tous les grands patrons, c'est-à-dire que il y a d'anciens flics qui, une fois à la retraite ou un peu avant, se mettent à leur service, etc. Il y a des échanges de coups de fil. Je pense qu'il ne faut pas tout raconter, mais vous racontez. Je veux dire, il ne faut pas raconter ce soir tout ce qu'il y a dans le papier, parce qu'il faut inciter les gens qui participent au chat, qui nous écoutent, d'aller soit lire sur le web, soit d'acheter le Canard. Ou en bibliothèque, vous le trouvez aussi. Ou en bibliothèque, on le trouve aussi, voilà. Mais il y a beaucoup d'échanges téléphoniques avec des gens au parquet, des magistrats, des flics qui sont plus ou moins en fonction, qui donnent du patron à Squarcini, qui n'est plus flic depuis très longtemps. Et il se trouve que Squarcini, on en parlera peut-être tout à l'heure, va passer le 13 novembre. Exactement. Il est renvoyé devant le tribunal correctionnel, justement notamment pour comment dire, le travail qu'il a fait pour le compte de LVMH. Et parmi dans ce travail, il y a effectivement l'espionnage de Fakir et de François Ruffin. Il y a aussi d'autres histoires qu'on raconte dans l'article qui sont liées à l'affaire dite Hermès. Donc c'est une boîte, c'est l'autre grand nom du luxe français dans lequel Arnault a essayé de prendre pied, enfin même a pas fait plus que essayer, a pris pied de façon
sous-marine, litote, au début des années 2010. Et là, pareillement, Bernard Squarcini va être utilisé pour essayer de choper des informations sur les procédures judiciaires en cours, sur qu'est-ce qui se passe, quel est le magistrat qui a été mis sur le dossier. Et donc, on a des échanges assez savoureux avec à base de ah bah tiens, il parle de la magistrate comme de la gonzesse, la petite Bilger, parce que cette magistrate s'appelle Charlotte Bilger. Et Squarcini fait des ah putain. Enfin bref, voilà, c'est. On a eu l'occasion de comprendre, pour ceux qui l'avaient jamais rencontré, comment Bernard Squarcini parle avec les révélations de Mediapart, où il y avait les audios, bien sûr. Les audios, où on voit à la fois l'obséquité l'obséquité. Oui, c'est ça. On le reprendra dans le chat. De Bernard Squarcini envers l'autre Bernard, quand il parle à sa secrétaire. Sa secrétaire, et puis à l'homme, à l'époque, la personne qui est le bras droit de Bernard Arnault, qui est un peu son âme noire, un monsieur qui s'appelle Pierre Godet. Qui est décédé depuis. Qui est décédé en 2018, exactement. Voilà. Et qui était un peu qui est la personne qui accompagne Bernard Arnault depuis les années 80 et qui a été mêlé à pas mal d'histoires, parce qu'en fait c'est ça aussi, Bernard Arnault, il y a eu des bastons, des grandes bastons financières, notamment avec François Pinault. Et merci le chat. L'aube, c'est je peux même pas lire. Voilà, c'est ça. Ah non, mais c'est un régal. Je vous invite à écouter ça. Alors, puisqu'on est là-dessus, après on reviendra sur le volet politique. Alors moi, j'ai tout appris sur cette affaire, qui est votre deuxième grosse enquête sur l'affaire Hermès. Ce qui est très intéressant, c'est comment Bernard Squarcini échappe à la justice d'une certaine manière. Alors, là, il est renvoyé devant le tribunal. Là, il est renvoyé devant le tribunal. Squarcini est renvoyé dans le tribunal. Squarcini. Squarcini, mais pas Bernard Arnault. C'est ce que, voilà, excuse-moi si j'ai ma langue à fourcher. Squarcini est renvoyé, ce qui est quand même pas très cool de la part de son patron, je trouve. Ouais. Mais Bernard Arnault, lui, a pu échapper à ça. Est-ce que tu peux raconter Oui, bien sûr. En gros, donc, alors, il y a deux dossiers. Il y a effectivement le dossier qui est Squarcini, qui est l'utilisation de moyens entre guillemets publics à des fins privées, et la façon dont Bernard Squarcini a utilisé son réseau quand il était à la tête de la DCRI, puis une fois qu'il est parti de la DCRI et il avait créé sa boîte et LVMH c'était son principal client. En gros, son premier contrat de mémoire, il est à 29 000 euros par mois. 25 000 25 000, et ça se finit à 45 000 euros par mois. Voilà. Il y a la 3 DCRI, paliers. pour rappeler, c'est ce qui est devenu la DGSI. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Ouais. Et donc c'est le renseignement intérieur. Ouais, tu l'as dit, c'est la fusion de ST et RG, voilà. Par opposition à la DGSE du Bureau des légendes. Et donc Squarcini, lui, il est débranché par Hollande, par Hollande et Valls. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il monte sa boîte de renseignement économique, etc. Bon, voilà, ils font tout ça. Mais lui, il décroche le gros lot puisque il bosse pour Arnault. Il bosse pour Arnault. Il bosse pour Arnault, et donc il y a cette histoire Hermès qui est une tentative de prise de contrôle d'entrée au capital d'Hermès par LVMH, qui va utiliser des produits financiers extrêmement complexes. Ça va pas être une prise de contrôle normale où en gros vous achetez sur les marchés. Non, il utilise des produits financiers structurés par des grandes banques. Je vais pas rentrer dans le détail. On le raconte un peu dans le papier, mais sans rentrer trop dans le détail, en restant, j'espère, accessible. Oui, vous l'êtes complètement. Mais c'est vraiment de l'ingénierie financière, et donc tout ça c'est en sous-marin. Et il a été condamné par l'autorité des marchés financiers parce qu'en fait, normalement, vous devez, pour le bon fonctionnement des marchés financiers, il y a des règles, et vous devez déclarer quand vous possédez 5% du capital, 10% du capital, 15% du capital. Et lui, grâce à son mécanisme, il est passé complètement sous ces radars-là, et en gros, d'un coup, du jour au lendemain, hop, il a annoncé, hop, coucou, j'ai 17% du capital. Et donc, ça a beaucoup surpris. Et donc, ça a posé la question d'un éventuel délit d'initié, d'une éventuelle délit de défaut d'information au marché, voire de manipulation de cours. Il a été condamné par l'AMF, mais parallèlement, il y a eu une enquête judiciaire ou une information judiciaire qui a été ouverte. Et là, ça a beaucoup inquiété Bernard Arnault, parce que l'AMF, en gros, il a une amende de 8 millions d'euros. Autorité des marchés financiers. Autorité des marchés financiers, 8 millions d'euros
c'est pas ton budget, mais bon, ça reste une somme conséquente. Pour Bernard Arnault, 8 millions, c'est même pas la variation quotidienne du cours de bourse, donc franchement c'est un pourboire. Oui. C'est à moi. Hein, et du coup, par contre, il y a une information judiciaire. Donc, il y a une juge d'instruction qui est nommée. Et là, ça l'inquiète beaucoup plus parce qu'en gros, déjà, c'est du pénal. Si vous êtes mis en examen, votre image, elle est quand même salement amochée. On sait que Bernard Arnault, son image, c'est quelque chose d'extrêmement important pour lui. Effectivement, je vois que Durden Rana dit bon papier dans l'IB sur cette prise de contrôle sous-marine par LVMH en infiltrant la famille Hermès. Ouais, il y a une très bonne série de mon confrère Laurent Léger là, qui l'a publié ce week-end, qui est complémentaire des papiers qu'on a fait, qui raconte effectivement d'autres dessous de cette bataille chez Hermès. Et bref, donc il y a cette information judiciaire qui est ouverte, et là c'est branle-bas de combat, parce qu'en fait on sait qu'on risque gros, que le code monétaire et financier prévoit que si jamais vous avez commis ce délit, vous êtes passible jusqu'à 10 fois le montant de la plus-value que vous avez réalisée, et en l'espèce la plus-value que Bernard Arnault va réaliser c'est au moins 4 milliards. Donc vous imaginez ce que ça représente. Donc ça pourrait être une amende de 40 milliards. 40 milliards, t'imagines? Ouais, c'est plus que ton budget. Et donc du coup et du coup, Squarcini s'agite à des entreprises, enfin, pardon, à des flibustiers de la finance de payer 10 fois leur plus-value. Non, parce que... La peine de mort est abolie, voilà, s'il te plaît. Ok, très bien. Mais c'est toujours du potentiel. Et donc, du coup, il y a une information... Je peux étaler, c'est ça. C'est une baguette de pain, voilà. Non, en gros, donc voilà, cette information judiciaire qui est ouverte, et là, c'est le branle-bas de combat. Squarcini essaye d'avoir des infos, donc il appelle le numéro 2 du coordinateur national du renseignement pour savoir est-ce qu'il a des infos. Il appelle un magistrat qui est encore en fonction et qui s'apprête à rejoindre le groupe LVMH pour essayer de choper des infos. Et d'ailleurs, ces gens-là vont lui ramener des informations. Donc, ils vont lui dire, c'est telle magistrate, la gonzesse qui est saisie du dossier. Il y a eu une plainte déposée tel jour par Hermès. Et d'ailleurs, les échanges sont savoureux. Et ils disent que comme elle connaît rien au droit boursier, elle a demandé à être co-saisie, donc a demandé à un autre juge d'instruction, et ça sera Renaud Van Ruymbeck. On a parlé de l'affaire Boulin tout à l'heure, mais voilà, on reboucle avec l'affaire Boulin parce que c'était la première grande histoire la grande affaire de Van Ruymbeck. Et voilà, et donc en gros, il a des informations privilégiées grâce à ses entrées dans les cercles de pouvoir, et ça va continuer, et notamment donc ils vont, on n'en parle pas dans le papier, mais effectivement il y a tout le volet espionnage de François Ruffin, de Fakir, la façon dont ils ont essayé d'infiltrer Fakir pour obtenir des informations de l'intérieur, puisque Ruffin effectivement préparait Merci Patron, parce que il faisait des happenings lors des assemblées générales. Donc voilà, donc tout ce volet-là, en fait, Squarcini va être renvoyé devant le tribunal, va être jugé à partir du mois de novembre, mais pas LVMH, parce qu'ils ont... Ils ont signé une CJIP, c'est une convention judiciaire d'intérêt public. Donc c'est une contractualisation, en fait, c'est la version entreprise de ce qu'on appelle une CRPC. Et le CRPC, c'est la reconnaissance, le plaidé coupable à la française. Vous connaissez ces trucs dans le système pénal américain, c'est notre adaptation au système français. Et ça, c'est une baguette et demie, donc, si je reprends le chat, puisque si une baguette est à 8 millions, eh bien, l'amende là qui a été payée pour échapper au procès... Une baguette, 1,25 baguettes. 10 millions d'euros. Ah ouais, non, je vois le monde dans lequel tu évolues. Tu sais très bien compter. Et tout ça vous permet de poser la question. C'est donc une question plus fort que la justice. Ça, c'est ce papier dont on est en train de parler. C'est l'affaire Hermès. François Ruffin était venu d'ailleurs en parler au Poste, parce qu'il était évidemment ulcéré par le fait que Bernard Arnault puisse échapper à la justice. Mais moi, je croyais que c'était éteint. Et en fait, en vous lisant, je découvre que Squarcini va se retrouver devant le tribunal. Devant le tribunal à se défendre, ce qui est quand même pas
terrible pour Arnaud. Non, ce qui est pas terrible. Forcément, ça doit. Parce qu'en plus avec sa faconde Squarcini. Bien sûr. Forcément, ça doit les inquiéter parce qu'il sera beaucoup de questions de LVMH, de Bernard Arnault. Mais effectivement, le groupe LVMH, puisque c'était le groupe LVMH en tant que personne morale qui aurait pu être poursuivi, ne sera pas devant le tribunal du fait de cette convention, de fait de cette amende qu'ils ont payée. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans le texte de cette CJIP, il est indiqué que ce texte n'équivaut pas à une reconnaissance de culpabilité. Donc je pense que ça a été très chèrement négocié. C'est ça. Alors, il y a quelques questions du chat, je m'en voudrais de pas les répercuter. Le papier est tellement... Enfin, vos papiers sont tellement denses que on n'aura pas fait le tour, et tant mieux, parce que l'idée, c'est aussi de susciter la curiosité, l'intérêt, et de pas laisser... Enfin, voilà, de pas passer tout ça sous silence, parce que je trouve que ça en dit très très long sur l'état de notre démocratie, tout de même, cette mainmise par l'argent. Il y a une question tout à l'heure, je ne sais pas si elle a été remontée par Pauline, qui faisait un rapprochement entre l'Église, qui avait mainmise sur la gouvernance des gens, mais il y avait l'État qui avait un contre-pouvoir. Et la question était de mémoire, hein, j'ai vu passer ça en début d'émission, quels sont aujourd'hui les contre-pouvoirs à Bernard Arnault? C'est toi et tes deux collègues féminines de l'Obs? Non, mais en fait, je pense que déjà, j'entends déjà le discours d'en face qui serait de dire regardez, on n'a pas tant de pouvoir que ça, les noms qui ont été proposés, c'est pas les noms qui ont été adoptés, vous voyez bien, on n'a pas empêché la dissolution, on n'a pas permis la nomination de Darmanin ou Thierry Breton, et on n'a pas malgré nos cris d'orfraie, Barnier a décidé d'augmenter les impôts et de faire une contribution exceptionnelle sur les plus hauts revenus. Donc vous voyez, notre influence finalement, elle n'est pas là. Bon, ok. Mais je pense que les garde-fous institutionnels, c'est effectivement une forme de... ouais, c'est ça, c'est le faire savoir, le dire, le raconter. Après, chacun peut tirer les conclusions qu'il souhaite de ce qu'on a écrit, mais on raconte une proximité, on raconte la façon dont on se parle, la façon dont on défend ses intérêts. Et les contre-pouvoirs, déjà, c'est... À mon sens, là c'est le citoyen qui parle, c'est la bataille des idées, tout simplement. C'est de rappeler pourquoi, pourquoi on a 57% du PIB de dépenses publiques, pourquoi c'est un choix de société, pourquoi c'est important, comment l'argent public est utilisé, rappeler l'importance du lien social, de la contribution à l'impôt, en quoi c'est essentiel, important, et voilà, je pense que c'est ça le contre-pouvoir, c'est simplement essayer de pousser d'autres idées et essayer de penser l'intérêt général. Je pense que c'est important de penser l'intérêt général. Je sais pas si... franchement, ça va peut-être te surprendre ce que je vais dire, mais ça se trouve que je pense que Bernard Arnault, quand il pousse ses idées, il pense aussi que c'est dans l'intérêt du pays. Bien sûr. J'en suis pas certain. C'est une litote. Mais voilà, c'est pour ça que je pense que le champ des idées est important. Le champ des idées, du débat, de la confrontation d'idées, c'est important. On voit d'ailleurs dans le papier, quand Michel Barnier est finalement nommé, puisque l'angle de notre discussion, c'était les manœuvres de Arnaud par rapport à la gauche. Il a tout fait pour empêcher Castet. Ce qu'on comprend, enfin pas Castet, pardon, que ce soit un Premier ministre de gauche. On comprend que sur Castet, il arrive... plus tard dans le jeu, il n'aurait pas eu de poids. En revanche, il a essayé de placer Darmanin, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il va défendre Darmanin, ça m'était venu à mes oreilles d'ailleurs, et en vain. Et puis, il y a Barnier, et là, en deux mots, il souffle un peu, il est content. Ouais, sauf que ça dure pas longtemps, parce qu'en gros... pas que Barnier... Il parle de justice fiscale. Et ça, c'est un gros mot, quoi. C'est des mots d'extrême gauche. C'est ça... donc c'est pas de la bouche de Bernard Arnault, mais c'est des gens qui
savent comment il pense, et qui pensent comme lui, qui utilisent ce langage-là. Pour eux, là, c'est le guillemet qui m'a fait le plus hurler de rire et qui m'a pris le plus d'effroi. Donc, parmi les gens qui vous parlent, puisque c'est entre guillemets, justice fiscale égale extrême gauche égale les ennemis. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est le cas. Je pense que en gros, faut se souvenir que le dogme du macronisme, c'était d'abord on baisse les impôts, donc c'est pour ça qu'il y a eu la suppression de l'ISF, c'est pour ça qu'il y a eu la création de la flat tax, pardon, j'utilise un vocable un peu, mais c'est en gros l'imposition à 30% sur les revenus du capital, donc bien en deçà de l'imposition sur le travail passé seuil de 2500 €, je pense à peu près. Donc c'était de la fiscalité qui est, entre guillemets, ce qu'on appelle politique de l'offre, c'est-à-dire pro-business. Et effectivement, la question d'augmenter les impôts, de mettre à contribution les plus riches, de créer une taxe exceptionnelle, notamment sur les revenus dingo post-Covid, parce qu'il y a des boîtes qui ont gagné énormément d'argent post-Covid. Donc on a parlé tout à l'heure de la richesse liée aux politiques monétaires et la façon dont ça a pu gonfler les patrimoines. Et je te remercie parce que c'était vraiment une question que je me posais depuis. Là, j'ai la réponse. Mais là, il y a aussi des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, mais par leur business. Donc on a parlé de CMA-CGM tout à l'heure. En fait, en gros, le commerce mondial s'était arrêté. Il y a eu une forme de thrombose et au moment où ça a repris, et ben en fait les cours mondiaux, tout le monde voulait envoyer des conteneurs à l'autre bout du monde depuis le port de Shanghai jusque, je sais pas, sur la côte ouest américaine ou de Lagos au Nigeria jusqu'à le port du Havre. Et donc du coup, les cours mondiaux ont explosé et lui a gagné énormément d'argent. Il a gagné 40 milliards d'euros en 3 ans, ce qui est complètement fou. Et la question c'était, est-ce que ces gens qui bénéficient du Covid finalement, qui ont bénéficié, enfin du Covid, qui ont bénéficié du nouveau contexte économique né du Covid ou engendré par les confinements successifs et l'arrêt de l'économie mondiale, est-ce qu'on ne veut pas leur prendre une partie de ces surprofits, entre guillemets. Donc en gros, c'était ça le dogme du macronisme pendant très longtemps. C'était on a baissé les impôts et ensuite on n'augmente pas les impôts. On n'augmente pas les impôts, on n'augmente pas les impôts. Et d'ailleurs, et quand Michel Barnier arrive et qu'il décide d'augmenter les impôts, ça les a rendus dingues. Et d'ailleurs, il y en a un qui dans le camp macroniste a dit c'est une connerie d'augmenter les impôts, c'est Gérald Darmanin. Fanfo, fanfois ni loi. Alors, ouais, fanfois ni loi. Bon, quel attachement peut-on attendre de grands patrons type Arnaud au respect de la démocratie état de droit dans un contexte géopolitique où beaucoup de scrutins, serrés souvent, sont contestés, voire remis en cause? Avant que... Là, je vois que tu inspires, tu réfléchis. Alors, j'en profite pour dire que demain, on est dingo. À 18h, on sera en direct toute la nuit avec Olivier Azam des Mutins de Pangée, avec Pauline Todesco de l'équipe d'Opost. On va diffuser plein de films grâce aux Mutins de Pangée. Et entre les films, on discutera et on donnera des infos de ce qui se passe aux États-Unis. Voilà, on fait la nuit américaine et le rêve américain va prendre cher au poste, je vous le dis. Donc demain, à partir de 18h jusqu'au petit matin, si on a assez de café, on va faire donc une nuit américaine autour de Donald Trump, Kamala Harris, etc. etc. Donc scrutin serré, on nous annonce l'enfer sur Terre demain soir. Vous risquez d'avoir besoin de beaucoup de café, parce que je suis pas sûr qu'au petit matin vous ayez les résultats encore. On n'aura pas les résultats. Non, puisque on sait déjà que de toute façon, Trump, sauf s'il est donné gagnant, il y aura des récoltes. Va contester. Voilà, exactement. Donc l'état de droit, les grands patrons, l'état de droit, etc. En fait, je pense qu'ils aiment pas le bordel. En règle générale, un grand patron, ça aime l'ordre. Le monde économique, ils aiment l'ordre. Ils aiment personne n'a été heureux du déclenchement des hostilités en Ukraine, ça c'est sûr, à part peut-être certains vendeurs d'armes, et encore je suis pas certain. Parce que trop proche.
trop proche, et puis parce qu'en fait, ça crée de l'incertitude. Et en fait, c'est des gens qui aiment tout sauf l'incertitude. En gros, notamment les boîtes cotées en bourse, qui sont vous annoncer tous les ans, voilà combien je vais faire, et le but, c'est de s'approcher le plus possible de ce qu'ils ont dit qu'ils feraient, tenir Ouais. leur communication au marché. C'est ça qui est important. Franchement, je sais pas. Je le dis très sincèrement, je sais pas. Je pense que pendant longtemps, il y avait ce truc qui était assez ancré dans les milieux libéraux, qui était de dire que la paix va passer la paix et la démocratie passera par l'état de droit et par le marché. En gros, le marché va apporter la démocratie, et l'exemple chinois nous a montré que c'était pas le cas, parce que les réformes de Deng Xiaoping, maintenant, c'était il y a 45 ans, donc, le régime n'avait jamais été aussi fermé qu'aujourd'hui. Je pense que beaucoup de gens sont revenus de ce truc qui était que beaucoup de patrons, voilà, sont revenus de ce système qui était le libre-échange et le capitalisme vont amener la démocratie, et que et qu'on peut quand même faire du business dans des environnements fermés. Après, là, par exemple, si je reprends l'exemple chinois, qui est l'exemple, c'est le plus grand pays du monde, et c'est tout sauf une démocratie. Toutes les boîtes qui étaient allées, là, elles sont en train d'en sortir, parce que ça les inquiète, elles en ont peur, parce qu'elles comprennent que les dés sont pipés de la concurrence, et que, en gros, si le système politique favorise les entreprises d'État nationales, et que du coup, ils peuvent plus... Là, tu parles de la Chine comme marché, pas de la Ouais, Chine bien sûr, comme usine bien sûr. Non, ou ferme mondiale. Bien sûr, j'en parle comme marché, parce Comme qu'en marché. fait, aujourd'hui, c'est plus l'usine du monde. C'est devenu une économie d'abord centrée sur sa consommation intérieure, et on produit plus tant que ça en Chine pour le reste du monde. Ah ouais? Oui, parce qu'en fait, le pays est monté le pays s'est enrichi, et donc c'est assez dingue ce que je veux dire, mais c'est que il y a Le Fordisme, c'est à lui. attends, je vais te donner l'explosion des chaînes de valeur, c'est comme ça qu'ils disent. Fait que c'est plus Et c'est ton monde tous les jours, mais je comprends que t'es la migraine, toi. Allez, je compatis. Franchement. Non, mais c'est pour ça que voilà, il y a pu y avoir des délocalisations. C'est plus si bon marché de produire en Chine pour le reste du monde. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu digressé, mais... Non, mais c'est super. Ouais. Attention, t'as le micro qui baisse. Bon, il est 19h21. Je te promets, à 30, on arrête. Ça fera 1h30. On avait dit 1h. Enfin, au départ, 2h, mais je vois que t'as la migraine, et je veux... Voilà. Il y a Kachka qui nous demande le fils Arnaud, DG de Tiffany & Co, et sa présence au meeting de Trump. Bien sûr. Est-ce qu'on sait ce que Macron en pense ? Alors, je ne sais pas ce que Macron en pense. Ni moi, ni Camille, ni Violette, en tout cas, je ne pense pas, ne savent ce que Macron en pense. Ce qu'on sait, c'est que Trump et Arnaud se connaissent de longue date. Notamment, ils ont inauguré ensemble un site au Texas quand Trump était président. Effectivement, là, c'est un site américain, c'est assez marrant. C'est un site américain qui s'appelle Pusk qui a sorti cette information-là. La présence du fils Arnaud, de Alexandre Arnaud, qui est effectivement un des vice-présidents de Tiffany, qui est le premier fils du deuxième lit de Bernard Arnault. Et donc, oui, ça a son importance, semble-t-il. Ouais, parce qu'en gros... ils sont 5 héritiers. Voilà, ils sont 5 héritiers, ils ont chacun 20% de la holding de contrôle. Et en gros, le rêve de Arnault, c'est de faire un truc dynastique. Après, il faut que les enfants s'entendent entre eux. Et je ne veux pas faire de parallélisme avec une série très connue, mais ça pose des questions. Bref, donc... Alexandre, effectivement, était présent à cette soirée, à ce meeting de Trump. Ce site qui faisait partie des sites blacklistés par Bernard Arnault, il a envoyé un mail aux membres de son comité exécutif en leur demandant de ne pas parler à certains médias, de ne jamais parler à certains médias. Ce site américain en faisait partie, parce qu'il y a une journaliste qui est très forte sur le monde du luxe.
Et donc, effectivement, elle a vu le fils Arnaud proche des cabines des donateurs, est-il écrit dans le papier. Donc moi, franchement, là, j'ai pas d'infos, si ce n'est que j'ai regardé comme tout le monde, j'ai lu, mais c'est pas très surprenant parce que il y a cette proximité, tout au moins business, de longue date. Et puis, il faut penser que Alex, c'est JR. Nous dit Giasso. Alors, comment s'appelait son frère à JR Oh, je sais plus. Ouais, on va nous le dire. On va nous le dire. Ouais. Voilà, Succession, je vois apparaître. Voilà, Ouais, c'est à ça que je pensais. Non, il est trop jeune pour évoquer Dallas. Pour évoquer Dallas. Ouais. Alors, JR sous Hélène et Bobby, bien merci. Oh, on n'est pas chez les cons, franchement. Alors là, on a tous été lobotomisés. Oh la vache, Bobby sort de ce corps. Et donc non, je pense qu'il y a un truc qui est aussi une forme de pragmatisme. Certains diront de cynisme, qui est il faut se préparer à toutes les éventualités. Et en fait, que ce soit Trump ou Kamala, on prépare la suite. On prépare la suite, absolument. À propos de site internet, je repense à une petite anecdote que vous racontez au détour de votre enquête, à nouveau concernant Ruffin et à nouveau concernant le film Merci Patron. Ouais, il y a eu un coup de fil. En fait, en 2020, il y a Merci Patron qui est mis sur Netflix. Et ce qu'on a appris, c'est qu'il y a eu un coup de fil de passer en mode putain, vous faites chier, quoi. Voilà. Et Netflix a gardé le film. T'es pas allé jusqu'à vérifier ça. Si, mais franchement, je peux pas te dire, je sais pas, la suite. Je sais on sait qu'il y a eu un coup de fil après. Ce que j'appellerais du micromanagement, parce que ça, quand même, c'est je veux dire, aller jusqu'à appeler Netflix pour dire, dites donc le documentaire, faudrait peut-être le mettre sur l'étagère. C'est parce que il y a tellement d'argent, qu'il y a des gens dans tous les services, quelle que soit la boîte, j'entends. Ouais. Et écoute, est-ce que c'est non, je pense qu'il y a une obsession du contrôle. Je pense qu'il y a ce truc-là qui est une obsession du contrôle. Il y a un truc qui est effectivement de l'ordre du contrôle absolu. Qui est que il déteste tout ce qui peut se dire de mal sur lui, et il veut savoir, il veut comprendre, voire il veut maîtriser. Il sait que l'information est centrale, cruciale. On l'a pas raconté dans le papier, mais il y a eu une grande bataille financière pour le contrôle de Gucci, vous savez, cette marque italienne, avec le grand rival de toujours de Bernard Arnault, qui s'appelle François Pinault, qui est aussi un des hommes les plus riches de France, qui aujourd'hui est infiniment moins riche que Arnault, mais qui reste... Qui a une fortune qui équivaut au budget de David. Et en fait, il avait fait... J'ai perdu de l'argent en 1h30 avec toi. Il avait fait appel au service d'une société d'intelligence économique qui s'appelle Kroll pour récupérer des informations sur les dirigeants de Gucci, les montages fiscaux qu'ils utilisaient, essayer d'obtenir des informations privilégiées. Donc, il sait que l'information, c'est une bataille importante. Et d'ailleurs, on le voit dans le dossier Squarcini, c'est aussi avoir des infos. C'est essayer de comprendre et de contrôler, mais c'est aussi avoir des infos. Ultime question, elle nous vient de Think Twice. Avoir des infos, contrôler les infos qui sont sur soi. Et Think Twice te pose la question, Monsieur Lacombe subit-il des pressions ? Non. Vous dire que j'étais rassuré et serein, ça serait mentir. Après, non, j'ai pas subi de pression. Naturellement, vous êtes journaliste, donc vous savez que il faut respecter la déontologie de votre métier. Il faut pouvoir prouver ce que vous écrivez si jamais vous êtes poursuivi devant les tribunaux, faire une offre de preuve, ce genre de choses. Donc en fait, si, je vais vous dire si, je subis une pression, mais c'est celle que je me mets, c'est-à-dire d'être à la hauteur être à la hauteur de l'image que je me fais de ce métier et de l'importance de ce métier pour le débat public et pour le bon fonctionnement. Alors je vais utiliser des grands mots, mais pour le bon fonctionnement de la démocratie. Ouais, c'est ça surtout, la pression première, elle est là. Et de se dire que oui, c'est moins simple de faire ces papiers que de faire des papiers sur des personnes moins puissantes ou sur des sujets qui drainent moins d'argent ou sur des personnes moins influentes. Oui,
mais en même temps, si on veut être à la hauteur de notre rôle, en tout cas de ce que je pense être notre rôle dans le débat public, enfin, en tout cas, ça demande du travail, et donc ça demande un respect des règles élémentaires de notre profession qui font que, oui, je me suis mis de la pression, mais d'abord, la pression, c'est moi qui me l'ai soumise. Pardon, je ne sais pas si j'étais clair. C'est très clair. Mais voilà, après, voilà, c'est surtout ça. Pression, non. Oui, je vois, il y a contrôle beaucoup d'espaces publicitaires dans la presse aussi, c'est vrai. C'est un énorme annonceur. Donc, dans un journal comme le mien, où il doit pas avoir... Moi, je me suis même pas posé la question, parce que si vous commencez à vous poser ce genre de questions, c'est pas possible. Et c'est la chance de... Nous, on a quelques pubs, mais on n'est pas très dépendant de la publicité, contrairement à d'autres journaux. Donc, je cherche là, si... Ouais, il y en a, et parce que ça fait partie de notre modèle, et moi, vraiment, c'est un truc sur lequel je crache pas, parce que ça nous permet aussi, ça permet de financer nos articles, nos enquêtes, ce qu'on fait. Non, il n'y a pas de pub LVMH. Non, il n'y a pas de pub LVMH. Non, et franchement, je sais pas s'il y en a dans le journal, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. C'était super, merci. Oh bah c'est toi qui étais super. Désolé de t'avoir fait souffrir un peu plus longtemps. En plus, tu as une dynastie également à t'occuper, hein. Donc faut pas rigoler. J'ai pas le budget d'au poste pour la financer. Mais arrête avec ça, parce que tu sais quoi, il y a énormément de monde, mais énormément qui nous regarde. Il n'y a pas un don, parce que ça fait 2 ans que tu dis qu'on est plein de pognon. Merci Lobs. Donnez à David. À toute l'équipe, en fait. Non, je t'en prie. Je dois faire une photo de toi. J'ai une ultime question qui est la question de rituel de poste. Qu'est-ce que nous avons fait pendant 1h30 ? Eh ben, on a discuté, j'ai raconté, j'espère avoir été... vous avoir dit ce que nous on avait trouvé, vous avoir dit aussi mes doutes, mes interrogations, parce qu'en fait, ce métier c'est surtout ça. Souvent, c'est de douter, de s'interroger. Est-ce que j'ai bon, est-ce que j'ai pas bon, fermer des portes. Répondu aussi, franchement, que j'ai pu. Je peux pas vous donner tous les secrets parce que. C'est comme pas les secrets. Ouais, c'est comme au restaurant, hein. C'est comme au restaurant, mais c'est très chouette en tout cas. J'ai l'impression que le plat était bon, puisqu'on nous dit merci. Enfin, on te dit merci. Cyber, sympa l'entretien, merci, nous dit Gigi Bonnet. Si chouette l'émission, merci tellement, nous dit cool. Hélène. Voilà, je pense qu'il va y en avoir d'autres. Alors, Uriel me rappelle à mes devoirs, mais en fait, je vais raccompagner Clément. Et puis après je vais vous revenir parce que j'ai beaucoup d'annonces à vous faire, et notamment vous parler du livre qui est juste là. Oh putain, t'es grand toi. C'est fou. D'Alain Deneau, voilà, Alain Deneau, que je reçois demain matin. J'ai terminé le bouquin tout à l'heure, vachement bien. Faire que l'engagement politique à l'ère de l'inouï. Alors là, ce sera de la philosophie, et ça va nous rapprocher très pas loin d'ici, voilà, de la discussion. L'engagement politique à l'ère de l'inouï, Alain Deneau, faire que. Et donc là, en fait, Clément se dit tiens, je peux faire un petit truc. Malheureusement, je suis en train de regarder. Oui, c'est ça, parce que c'est cet auteur-là, il a fait un bouquin formidable sur Total. Bien sûr. Bien sûr. En fait, quand je le voyais pas, et je voulais m'en assurer pour pas dire de conneries. Vous voyez, je vérifie toujours. Ah, c'est fort. Et son bouquin sur Total est assez formidable. Voilà, Alain Deneau qui est québécois, qui est un copain que j'avais rencontré à l'époque où je vivais à Montréal, qui s'intéresse de très près à toute l'industrie extractiviste, donc d'où Total, son enquête sur Total. Et là, c'est vraiment une réflexion sur l'engagement politique à l'ère de l'inouï. Et l'ère de l'inouï, c'est quoi ? C'est l'angoisse. L'éco-angoisse et non pas l'éco-anxiété. Il fait une distinction, et il répond à la fameuse question de Lénine, que faire ? Faire que. Je peux vous dire que ça va dépoter là aussi. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que Glodioman est dans les parages. Glodioman, j'ai ajouté des trucs sur le néon, et le néon, il était fou toute la soirée. Bref, Clément, je prends ta photo, je te libère.
Je reviens dans 2 minutes pour discuter avec nos amis opposiennes et opposiens. Merci encore à toi et bravo, c'était super. Tu seras au procès Squarcini ou pas? Je passerai peut-être une tête, mais c'est pas moi qui le couvrirai pour le journal. Ce sera sans doute ma consort Violette. Oh la vache, si j'avais une carte de presse, j'irais, tu sais. Tu peux y aller sans carte de presse. Ouais, mais sauf que vous allez être nombreux, il y aura plus de place. Ah, mais il y a la première audience, il y a toujours beaucoup de monde. Après, ça se... Ah bah ça, je sais. Hein. Bon, à bientôt. Merci. Salut, merci à tous. Bonne soirée, bon retour. Merci encore pour ce soir. Voilà. À tout de suite, les amis.